Mes premiers souvenirs de tes parents, ça remonte à, à la préparation de ma thèse. En effet, il avait été décidé que je devais travailler sur les blocs aurignaciens des environs des Aisies. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour toi, sans doute. Et ce sont des blocs gravés que le roi Gourand avait repérés comme étant attribués à l'Aurignacien. Donc au début du Paléolithique supérieur, mais on ne savait absolument pas si c'était vraiment attribué à cette période ou non. Et une partie de ces blocs était au musée des Aisies. Je suis donc arrivée un beau jour et j'ai demandé l'autorisation. J'ai été très bien accueillie par Jean et Geneviève. Et je me suis retrouvée un peu dans le château de la Belle au Bois dormant, car ça se situe au début des années 70, à une époque où l'inventaire même du musée des Aisies n'était pas fait. Même la reconnaissance des différents lieux. Moi, ce que je cherchais, c'était des objets vraiment peu typiques, des espèces de blocs sur lesquels il y avait, semble-t-il, des dessins qui avaient été relevés par Perroni d'une façon un peu partisane et qu'on avait beaucoup de mal à reconnaître. Donc, j'ai donc été fort bien accueillie par eux et ils m'ont, comment dirais-je, non seulement aidé, mais permis de regarder partout. Et au fond, on découvrait ensemble des tas de choses. Jusque dans un certain placard à balai qui était sur la terrasse et dans lequel Perroni avait entassé des blocs. Et là, j'ai retrouvé un des blocs essentiels dans ma recherche, mais aussi bien d'autres bouts de cailloux que les ouvriers, au fur et à mesure des années, avaient entassés là parce qu'ils ne savaient pas qu'en faire, ils ne savaient pas si c'était important, pas important. Bref, une recherche tout à fait pittoresque. Mais tout ça, bon, difficile parce que j'étais jeune étudiante, je n'avais pas de méthode, donc il a fallu mettre au point une méthode, donc la discussion au travers de tous ces objets, c'était formidable, toujours bien accueilli dans ce site, et petit à petit, bien sûr, j'ai bien connu tes parents. Bien connu tes parents grâce à l'étude de ces blocs, et aussi, bien sûr, grâce à l'étude de tous les documents écrits qui entouraient ces blocs. C'était compliqué pour arriver à... C'était très compliqué pour arriver à travailler sur les papiers parce qu'ils étaient rangés d'une façon un peu précaire par Denis Perroni. Donc un travail sur les objets, un travail sur les papiers. Bon, j'ai été amenée à faire des inventaires. Au fond, j'ai appris mon métier avec eux. Je les ai connus donc comme ça de mieux en mieux au fil des années. Et j'étais une petite étudiante, souvent ils m'ont accueillie chez eux. Et je dois dire que je me souviens avec beaucoup d'émotion de logerie haute. Je me souviens avoir habité une seule fois, je crois, dans la petite maison du squelette. Une fois. Alors j'étais arrivée avec mon sac de couchage dans ce truc, j'avais l'impression, alors là vraiment, au milieu des toiles d'araignée. Et bien d'autres fois... Que ma mère appelait Manon. Manon, voilà. Et bien d'autres fois, dans la chambre au sous-sol de logerie haute, où ta mère, vraiment pour me faire plaisir, parce que ça c'était une passion que nous avions en commun, me donnait des draps brodés, comme je n'en ai jamais vu de ma vie, des splendeurs. Et je dois dire que j'en garde un souvenir très ému. Les années se sont passées, notre amitié a grandi, si tu veux, au fil des années. Parce que nous avions en commun finalement la passion de la préhistoire, la passion du Périgord, des quantités de choses, la passion des Aisies. Tout ça nous amenait régulièrement les uns chez les autres. Nous n'hésitions pas en particulier, quand on allait faire une exploration de grotte, à nous arrêter chez eux. Et je me souviens en particulier d'un soir, il nous manquait une boussole, on avait pensé qu'ils en avaient peut-être une, on monte et ils nous invitent
je crois me souvenir que nous étions 3. Gilles, notre ami Bernard Galina et moi. Et ta mère était en train de préparer des coulmelles. Elle en avait reçu des quantités. Et elle avait eu le génie de préparer les coulmelles à toutes les sauces. Et nous avons eu un dîner absolument incroyable. Ça, c'est donc un détail. Mais un détail très, très touchant, je dois dire. Et je ne vais pas parler des souvenirs de la Roucanie, parce que ça, je suis sûre que Gilles va t'en parler, donc ça, je le laisse de côté. D'accord. Et alors, au niveau de votre connivence intellectuelle, qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors, je peux dire une chose. Nous regrettions beaucoup que tes parents n'aient pas le temps de publier leurs travaux. Et nous n'avions aucune compétence, nous, dans la fouille. Donc, on n'a jamais... on n'avait pas de moyens d'action pour les aider à publier ou quoi que ce soit. Mais en 84, le ministère de la Culture a décidé de faire un atlas des grottes ornées pour le fameux congrès sur l'art pariétal. Et dans cet atlas figuraient 2 grottes pour lesquelles elle pouvait intervenir. C'était Oreille d'Enfer et Laugerie Haute. Et nous nous sommes dit, ça, s'il n'y a rien à faire, nous allons publier les gravures qui sont sur la paroi. C'est peu de choses, mais c'est vraiment le moment pour Geneviève de parler du gisement. Et c'est ainsi que nous l'avons entraînée dans ces 2 publications. J'ai aussi un autre souvenir scientifique avec elle. J'ai fouillé un tout petit peu, quelques jours, à Laugerie Haute. Je dis quelques jours parce que réellement j'ai très peu fouillé, mais j'en garde un très bon souvenir. Et en particulier autour d'un foyer. Et chance pour moi, j'ai découvert ce jour-là ou ces jours-là une aiguille à chat, donc c'était formidable, c'était absolument épatant. Je revois encore très bien ce superbe foyer qu'on voyait très bien en coupe. Il faut dire que Geneviève fouillait dans des conditions absolument terribles, terrifiantes. Car il faut se souvenir que Laugerie Haute Est avait été escavée. Alors, écoute, excuse-moi, là, moi j'ai du mal à me souvenir des différents intervenants. Mais la première fouille de Laugerie Haute Est, elle est très ancienne. Est-ce que c'est pas Hauser qui avait fait ça? En tout cas, il n'en restait rien. Ensuite, Borde a repris un petit peu de fouille dont il ne restait pas grand-chose, un bout d'une petite publication de rien du tout. Et elle avait repris l'ensemble de la périphérie de cette fouille pour essayer d'y voir clair. Alors, sur la partie externe ou sur la partie sous la maison, c'était relativement sain de travailler là, parce que les terrains étaient secs. Mais quand elle a attaqué la partie sous la falaise, qui est toujours humide, c'était absolument terrible. Et elle arrivait à bien retrouver, bien reprendre la fouille. Et je regrette énormément qu'elle n'ait pas publié son travail, qui est un travail tout à fait essentiel. Souviens-toi que c'est dans cet endroit-là, non pas sous la falaise, mais sur le côté, qu'elle avait trouvé cette structure qu'elle pensait être un four, et qu'elle a prélevé dans son intégralité et qui doit être encore au musée des Hésies. Je ne suis pas sûre que ça ait été jamais exploré dans son intégralité. Elle l'avait prélevé en entier car elle pensait que c'était un four. Ouais. Et au musée, Alors au musée, donc moi mon travail avait été essentiellement, donc j'ai été, tu as raison de me poser la question, j'ai donc été chargée de mission à titre bénévole pendant une dizaine d'années au musée des Hésies, toujours avec comme but de faire des inventaires. Donc j'ai fait beaucoup d'inventaires
de blocs et de bibliographies, mais beaucoup d'inventaires de blocs. C'était extrêmement compliqué parce que Denis n'avait fait aucun inventaire. Et les blocs qui avaient été réunis là, c'était par définition ceux qui étaient les moins identifiables. Et donc il fallait faire tout un travail bibliographique pour s'assurer que les blocs étaient réellement identifiables. Excusez-moi, oui, alors donc on en était au bloc qui étaient les moins lisibles, les moins interprétables facilement. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur l'identification de tous les blocs. D'accord. Bon, alors, puis ensuite ma thèse est venue, puisque j'ai soutenu ma thèse en 1975, et donc j'ai continué ensuite à identifier des blocs et à travailler dans ce domaine-là, si tu veux. En tant que chercheur de mission bénévole, c'est-à-dire je ne peux pas te dire que j'y étais tous les jours, hein, loin de là, mais j'y étais de façon très régulière. Et donc notre amitié, elle a toujours été entretenue, donc on a toujours... comment te dire, on les a toujours tenus au courant de tout ce qu'on faisait, et vice-versa. Au point d'ailleurs qu'ils nous associaient beaucoup, et ton père en particulier, à leur projet de transformation du musée. Donc nous avons toujours été associés, pas comme acteurs, mais comme interlocuteurs, si tu veux. Tu te souviens de campagne et de tous leurs projets sur campagne et des expéditions. On en faisait partie, on faisait partie un petit peu de leur environnement, de leur écho finalement en préhistoire, puisque nous nous entendions très bien, et très bien tout simplement parce qu'ils étaient très encourageants, si tu veux. Ils n'ont jamais eu une attitude de frein administratif, jamais. Donc c'était la recherche se faisait toujours avec joie, et elle était productive. Quand ils ont fait les aménagements de la salle de la typologie, c'était un plaisir de les voir, de voir ta maman jongler avec les couleurs, avec ce brun, ce ocre, pour faire alterner la typologie, la technologie, pour rendre les choses explicites. C'était pour nous un peu triste de voir que pour des raisons matérielles, c'est-à-dire de finances, ils n'arrivaient pas à terminer tout ça. Parce qu'il faut se souvenir qu'ils ont travaillé au musée des IASI avec très peu d'aide. Très très peu. Quand on voit le personnel qui fourmille au musée national maintenant, on a du mal à imaginer que dans les années 70, ils étaient deux ou trois personnes. Hein. Il y avait Lagorce et Rousset, hein. Plus les petits jeunes qui venaient faire leur stage ensuite. Donc c'était vraiment, c'est eux qui faisaient tout, hein, et qui concevaient tout et qui faisaient tout. Ouais. C'est un autre monde, hein. C'est un autre monde. C'était La Belle au Bois dormant quand ils sont arrivés au musée des Cécilles. Hein. Quand ton père a été nommé, c'était La Belle au Bois dormant. Tu l'as entendu 100 fois, donc je ne sais pas si c'est tellement la peine de te raconter, qu'il ouvrait des papiers sur lesquels il y avait écrit 20 harpons et dans lesquels il ne restait rien. Et ça a dû être scientifiquement très difficile d'entrer dans un lieu qui, d'après la notoriété, était très riche et qui, en fait, était dépourvu de tout inventaire, et qui possédait des collections complètement pillées vraisemblablement par les uns et les autres, hein, sans vergogne. Hein. Le père Perroni était aveugle les derniers temps de sa vie, le fils Perroni ne s'y intéressait pas, donc en même temps ils ont vécu quelque chose d'inouï, parce que s'installer dans la maison de logerie, dans la maison qui avait été la maison de Hauser,
C'était inouï au point de vue histoire. C'était fabuleux. C'était la maison dans laquelle Ozer avait fait son bureau, son laboratoire, même le petit garage en bas qui était bourré de matériel. Ce sont tes parents qui ont vidé ce garage. C'est là-dedans qu'ils ont trouvé le bloc de Fongal, le moulage du cheval, etc. C'était une découverte. Ils allaient de découverte en découverte. Hein. Et ils ont sauvé énormément de collections. Faisant un peu comme moi quand je suis arrivée à Pato, avec beaucoup moins de chance que moi, c'est-à-dire dans des ensembles de collections qui risquaient de perdre toute identité si on n'avait pas suffisamment de soins pour rattraper le moindre indice. Ils ont tout rattrapé, tout ce qu'ils pouvaient. Tout ce qu'ils pouvaient, bien sûr. Beaucoup de choses avaient disparu par l'érosion tout simplement du temps. Parce qu'un papier, ça fond, une écriture sur du papier, ça disparaît. Hein. Je pense qu'il n'a pas dû se passer grand-chose entre Ozer et eux, tu vois. Péroni n'habitait pas là. Donc il s'était pas passé grand-chose. Donc ils ont pris, avec des décennies d'écart, la succession de Ozer. Hein, donc bien sûr, le temps avait fait que, inévitablement, tu dis que tu as trouvé des caisses dans le jardin, oui. Tu sais, ça va vite, des dépôts à recouvrir. Hein. Une caisse, ça s'enfouit vite dans la terre. Hein. Si tu ne tombes pas en permanence, ça disparaît. Hein. Je me demande s'il n'y avait pas eu l'hypothèse selon laquelle c'était juste avant de repartir à Berlin, avec la guerre, les enterrer, l'histoire des mettre de côté. Pourquoi pas? Il suffit qu'il l'ait un peu fait, et puis la végétation arrive là-dessus, et tout disparaît. Hein. Oui. Et personne ne cherchant. C'est eux qui ont commencé, c'est eux qui y ont pensé. Le garage, c'était extraordinaire, parce qu'il y avait des empilements de caisses, et puis... Et alors, pour quitter un peu le terrain, est-ce qu'il vous arrivait de parler d'autre chose que de préhistoire avec, alors oui. Il nous arrivait de parler, ta mère était très attachée, alors elle parlait un peu de... C'est ton père qui parle, enfin non, il parlait de Bordeaux un peu, mais surtout de Pau, c'est ça, de Pau. Et ta mère, très volontiers, rappelait les coutumes du premier voisin, etc. Je ne te dirai pas dans le détail les choses, mais je me souviens de l'expression. Ça devait faire partie, effectivement, de ses souvenirs, ou d'enfance, ou d'adolescente, en tout cas, des souvenirs très vifs. Et en particulier, quand nous parlions de linge brodé, ça faisait partie effectivement de nos discussions, enfin de nos passions communes. Et de littérature ou d'art ou pas trop? Pas tellement, non, pas beaucoup. On avait, oui, c'est vrai. C'est ton père qui nous parlait de philosophie à ce moment-là, mais nous étions très novices, donc on écoutait un petit peu. Je peux pas te dire que moi j'ai retenu grand-chose. J'avais été très impressionnée par ta mère accueillant les nouveaux stagiaires, et en l'occurrence il s'agissait d'André Morala et de Turc, et leur expliquant ce que c'était qu'un grattoir, ce que c'était qu'un burin, faisant des dessins, des grandes démonstrations. J'en profitais bien sûr en même temps. Donc c'est vrai, elle aimait beaucoup expliquer. Ça faisait partie d'elle-même, comme ça a fait partie de moi ultérieurement, tu vois. Oui, elle aimait, et de même qu'elle aimait beaucoup accueillir les enfants. Elle avait l'art de rendre accessibles des domaines qui sont compliqués dans le temps et dans l'espace. Oui, c'est vrai qu'elle était pédagogue. Elle savait vraiment parler, elle savait rendre vivant des sujets aussi abstraits que la préhistoire. Hein. La préhistoire, c'est quand même raide. Mais bon, elle n'hésitait pas à payer de sa personne quand il fallait faire des démonstrations de peinture. De la même façon, quand ils ont installé les salles des objets mobiliers, et de l'outillage, c'est elle qui a voulu que Monique Pétral fasse cette
cette peinture qui évoquait un bison de Lascaux sans en être un, en utilisant les mêmes pigments, de façon à pouvoir expliquer le temps mis pour faire la peinture, la façon de chercher les pigments. C'est elle qui voulait ça, hein. C'est elle qui avait mis ça en scène, et c'était excellent. De la même façon, c'est elle qui avait voulu faire la vitrine de l'outillage osseux, expérimental. Il y avait un polissoir à aiguille, il y avait une esquille dans laquelle était prélevée une baguette. Donc toute la démarche pour aboutir à une aiguille. Donc c'est elle qui avait voulu ça. Toutes ces vitrines de démonstration qui rendaient vraiment palpable finalement les objets. C'est elle qui voulait ça, hein. Bon, ça convenait tout à fait à ton père, mais je pense que c'est vraiment ta mère qui faisait ça. Lui, il était plutôt sur l'administratif. Voilà. J'ai l'impression, les dossiers. Voilà, les dossiers, là, voilà. Et elle touchait le pratique en permanence. Et quand elle parlait des vitrines de la salle de typologie et technologie, c'était tout à fait extraordinaire de l'entendre dire il n'y a rien à faire. À l'époque où il y a des pointes, il faut faire une vitrine pour montrer toutes les pointes, depuis les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. On peut très bien interrompre la chronologie avec de la technologie, il suffit de jouer sur la couleur pour que les gens le voient bien, et ça marche. Et c'est vrai que ça marchait très bien, hein. C'est-à-dire il y avait une continuité comme ça chronologique, et tout d'un coup on abordait un thème. Ah oui, tu te souviens pas de ça? Vaguement. Vaguement, oui. Ah ben non, tu avais des vitrines, alors je ne me souviens plus de la couleur, mais je crois que la chronologie c'est marron. Voilà, mais ça devait être du marron, ça. Et puis avec tu avais voilà, ouais. Et immédiatement derrière tu avais justement les choppers, et qui étaient sur un ton, je crois, ocre. Mais ça, on a des photos, on pourra te les montrer très bien. Et puis ensuite tu passais au matériel moustérien, et donc tu avais une vitrine de technologie qui suivait sur les pointes. Puis ensuite tu avais l'orignacien, et donc tu avais d'autres vitrines technologiques qui alternaient avec la chronologie. Mais tu avais la chronologie qui était le pivot et la technologie qui et c'était très astucieux comme façon de faire. Ça a été repris ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que en réalité, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi, délibérément, ils l'avaient supprimé, comme ils ont supprimé aussi la vitrine sur l'art mobilier que nous avions fait avec Laura Gourand. Ils ont pris le parti de présenter, en fait, les sites les uns après les autres, c'est-à-dire d'avoir une référence par site. Mais pour moi, le défaut, c'est que ça suppose que le visiteur a tout en tête. Il a déjà la connaissance pour venir, puisque il lui faut, tu vois, il n'a pas le bilan, si tu veux. Le bilan, c'est elle qui l'avait fait. Elle faisait un bilan. Alors c'est vrai que dans ces vitrines sur la chronologie, tu avais des sites de plusieurs sites correspondant à une époque, tu comprends? Et là, tu voyais effectivement ce qui correspondait. Mais eux n'ont pas fait ce choix, et personnellement, moi je pense que c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Il aurait peut-être été judicieux de garder la vitrine de tes parents, de ta mère, parce que je pense que c'est vraiment elle. Lui, il a discuté, si tu veux, mais c'est elle qui l'avait conçue, et d'avoir en parallèle des vitrines consacrées à chaque site, et avec à ce moment-là tout ce qui correspondait à ce site. À ce moment-là, celui qui voulait aller plus loin, eh ben, il avait sa synthèse, la synthèse chronologique, la synthèse technologique, et il allait voir ce qu'il y avait effectivement dans les sites éponymes. C'est un peu, je crois que les deux choses se complétaient parfaitement en réalité. De la même façon, pour tout ce qui est... attends, je vais te donner un autre exemple qui est tout à fait flagrant, en fait, de la modification de la conception des choses. Il y avait au musée au rez-de-chaussée, dans la première salle à gauche, une salle sur les sépultures. Oui,
Et en particulier la sépulture de Saint-Germain-la-Rivière, qui était très spectaculaire, avec le squelette en premier plan, en arrière-plan, les blocs qui correspondaient à, en fait, au tapis, enfin, à ce qui en tapissait la sépulture elle-même. Et alors, c'était tout à fait formidable parce qu'on voyait très bien les choses, on avait les objets eux-mêmes, mais il y avait un certain nombre de choses qui gênaient. En effet, le monument avait été dressé dépourvu de toute la terre qui l'entourait. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une fosse tapissée de dalles de pierre dans laquelle était enfoui le squelette. Mais quand ils l'ont transporté, ils ont sorti bien sûr les blocs et ça a été remonté comme un dolmen. Donc ça donnait une idée fausse, si tu veux, d'une sépulture à l'époque magdalénienne. Il y avait un deuxième problème que ton père avait découvert, c'est que le squelette qui était présenté avant lui, dans le musée avant que ton père n'arrive, avait des mains complètes et il s'était rendu compte que les doigts étaient en bois. Donc, bon, sur les vieilles cartes postales, si tu le regardes, tu verras le squelette avec les doigts, et puis sur les cartes postales ultérieures, le squelette sans doigts. Il n'empêche que la présentation était superbe, elle était très explicite. Il y avait dans une vitrine juste sur la gauche le matériel qui avait été trouvé avec le squelette, en particulier les fameuses craches de cerf percées, les dents, les perles, qui était absolument superbe. Bref, tout un ensemble qui était un peu magique. Alors, parce que la présentation avait été considérée comme un petit peu trop belle par rapport à la réalité, je ne sais même pas si on peut dire la réalité, parce que ce sont des fouilles anciennes, et il a été décidé de renoncer complètement à cette présentation, et le squelette a été mis en tas de fagots. C'est difficile d'imaginer une sépulture avec un tas de fagots. Les perles ont été mises un peu plus loin dans un coin de vitrine. Bref, il n'y a plus rien. On ne voit plus du tout la sépulture Saint-Germain-la-Rivière. Alors, je sais bien qu'il faut être le plus près possible de la réalité scientifique, mais je ne suis pas convaincue qu'il faut toujours, comment dirais-je, être ennuyeux. Je crois qu'il faut être explicite aussi. Il faut être parlant. Il faut permettre aux gens d'imaginer un peu. Je crois que c'est plus facile d'attirer le public. Enfin, je pense que tes parents avaient raison d'avoir fait les présentations qu'ils avaient faites. Nous sommes dans un autre temps. C'est un peu de la nostalgie ce que je te dis, parce que j'aimais bien ça, mais enfin bon. Un certain moment qui doit se situer en, je sais pas, 86, quelque chose comme ça. Ils ont quitté le musée à quelle époque? 88. 88. Oui. Donc et ça doit être à peu aussi, près 86. Ça doit être à peu près 86. Tes parents se sont aperçus que les musées de France étaient en train de, comment dirais-je, de compléter les inventaires des ouvrages de bibliothèque. Les inventaires des collections étaient loin d'être terminés. D'ailleurs, je ne suis même pas convaincue qu'elles soient déjà terminées maintenant. En tout cas, moi, je n'ai pas connu les collections d'objets terminés, loin de là. Je pense que les objets pour lesquels on avait le plus d'inventaire, c'était les blocs d'ornés, les silex et le reste, on en était loin. Mais les livres, il y avait toute une stratégie d'inventaire qui avait été menée qui avait été enclenchée par les musées de France. Et ils avaient envoyé quelqu'un pour dresser ces inventaires. Et je pense que c'est à peu près en 86, Geneviève s'est aperçue que un certain nombre de livres de la bibliothèque avaient été tamponnés méthodiquement. Enfin, tous les livres qui étaient passés entre les mains de la femme qui faisait l'inventaire avaient été tamponnés systématiquement d'un tampon Musée des Aisies, Musée de France. Or, dans la bibliothèque du musée, il y avait non seulement les ouvrages qui appartenaient réellement au Musée de France, mais il y avait aussi une grande partie de leur bibliothèque propre. Et en particulier des ouvrages qui provenaient de ton grand-père.
Donc, réaction de ta mère, elle a cherché à récupérer, elle a récupéré les bouquins en question. Or, au moment du changement de conservateur, les musées de France ont ressorti l'inventaire sur lequel figuraient ces objets. Et tes parents ont été critiqués pour avoir récupéré ces livres. Mais tu te souviens du caractère de ta mère, elle n'avait aucune envie d'accepter que ce qui venait de ton grand-père parte au musée de France. Et donc, elle avait tamponné, ou elle m'avait fait tamponner un certain nombre de ses livres d'un tampon qui disait qu'ils avaient été mis en dépôt au musée des Hésies de telle date à telle date. Et puis ensuite, elle n'avait pas voulu que ses ouvrages retournent au musée des Hésies à cause de cet épisode, et elle les a offerts à la Société historique et archéologique du Périgord, où ils sont aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc je ne te donne pas tous les détails, mais l'essentiel. Ils sont toujours aujourd'hui? Oui, sauf, écoutez, excuse-moi, j'ai pas envie d'entrer tous les détails. J'ai donné l'essentiel à Pierre. Je crois qu'ils avaient tout été récupéré. Non, non. Non, pardon. Non. Ah bon, je savais. Non.